Bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et l'émission qui décrypte également avec vous les tendances et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous retrouvez tous les jours sur Smart for Change. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec le marché de l'investissement dans des châteaux, un secteur qui reprend vie. En 5 ans, le marché a même doublé et ce type d'investissement n'est plus réservé à une élite. Olivier Brunet, directeur associé de Barnes Propriété et Châteaux, nous en dira plus dans un instant. Dans Enjeux Patrimoine, on s'intéressera à la gestion de patrimoine à l'international. Comment bien gérer son patrimoine en tant qu'expatrié? On évoquera plusieurs thèmes d'investissement avec Aïda Kamoun, avocate associée chez Villaret Avocats, et avec Nicolas Seignol, fondateur de Via Gestion Privée Internationale et diplômé expert comptable. Enfin, dans la dernière partie de notre émission, nous recevrons Jérôme Russac, président du groupe Rain, avec qui on parlera de la fiscalité du patrimoine l'année prochaine. On se demandera notamment s'il faut s'attendre à un tournant et comment anticiper au mieux 2026. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est tout de suite. C'est parti pour Patrimoine thématique. On est ravis de recevoir Olivier Brunet. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes directeur associé chez Barnes Propriété et Châteaux. Aujourd'hui, on va faire un point sur justement le marché des châteaux et des maisons familiales, un marché qui reprend vie sur les 5 dernières années. Barnes a mené une étude sur le sujet. Olivier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette étude ? Bien sûr. Le marché des châteaux a commencé à vraiment reprendre du dynamisme à partir de 2019, juste avant le Covid. En fait, on a commencé à voir les premiers sursauts de regain d'intérêt pour ce marché parce que le volume qui est arrivé sur le marché a pratiquement doublé. On parlait jusqu'à 2019 d'environ 200 transactions châteaux par an. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un volume de 400 transactions annuelles sur ce qu'on appelle des châteaux, donc dans une définition académique et historique du château. Donc depuis 2019, plus 50%. Et le Covid n'a pas arrêté la tendance Non, au contraire. Non, le Covid a eu un petit effet de peut-être ressaut en termes de volume de manière ponctuelle pendant 2 ans. Mais depuis, on sent que le marché se stabilise autour de 400 transactions par an. Donc j'en déduis que le marché se porte plutôt bien en ce moment. Vous nous avez donné quelques chiffres de transactions. Est-ce que vous pouvez nous parler des prix d'un château? Ça va de combien à combien? Il n'y a pas vraiment de limite. C'est un marché immobilier, certes de niche, mais relativement classique. On a des châteaux de petite taille, en lisière de village, dans des états pas franchement excellents. Le moins cher, on l'a vendu moins de 400 000 € et c'était l'année dernière. Donc ça dépend de la distance avec une ville. Distance de la grande ville, de son état, de sa dimension et du nombre de bâtiments qui constituent la propriété. Il y a en général un château, mais il y a une ferme, une conciergerie, des dépendances, enfin tout un tas de bâtiments complémentaires qui viennent s'agréger et forcément faire grossir la superficie de la propriété. On ne peut pas donner un prix au mètre carré pour un château. C'est compliqué. Mais voilà, on a vendu à moins de 400 000 € et on a des mandats à plusieurs dizaines de millions d'euros. Est-ce qu'on sait pourquoi le marché des châteaux attire à nouveau depuis 2019 ? Est-ce qu'il y a une raison pour ça ? Singularité hyper française. Peut-être qu'il y a un phénomène de mondialisation de l'immobilier où aujourd'hui les acquéreurs n'hésitent plus à prendre l'avion finalement pour aller passer 2 semaines, 3 semaines dans une résidence secondaire. Ils auront fait l'acquisition à l'étranger. Ce qui est vrai pour des Français qui vont acheter en Espagne, qui vont acheter à Miami, qui vont acheter peut-être à l'île Maurice, est aussi vrai pour les étrangers qui, eux, viennent trouver en France quelque chose qu'ils ne trouvent par ailleurs, finalement, ce sont nos châteaux. Donc ça me fait une transition toute trouvée sur la typologie des acheteurs. Est-ce que c'est plutôt du coup des acheteurs étrangers qui viennent pour acheter des châteaux, ou est-ce qu'il y a un peu de tout? Est-ce qu'il y a des successions aussi Alors, chez les vendeurs, effectivement, je pense que jusqu'au début du XXe siècle, les propriétaires de châteaux fonctionnaient beaucoup sur le principe très classique du droit d'aînesse. C'est-à-dire le premier-né hérité du château. Il le savait très jeune, il savait que ça allait être sa vie, sa vocation, et il s'y préparait.
depuis, on va dire une génération plus tard, les choses ont commencé à changer. Et aujourd'hui, les héritages se font en général à part égale entre tous les enfants de la famille. Voilà. Donc, on se retrouve à 4, 5, 6 à avoir un quart, un cinquième, un sixième du château. Donc, le sentiment d'appartenance n'est pas forcément aussi important qu'il l'était à l'époque où il y avait un seul héritier. Et donc, il est assez fréquent que les châteaux arrivent en vente. Passe en vente. Et c'est ce qui explique certainement aussi le ressaut en termes de volume de transactions. Ensuite, pour ce qui est des acheteurs, deux typologies d'acheteurs. Les Français qui vont acheter des châteaux pour en profiter un petit peu à la manière d'une résidence secondaire, finalement. Donc, le week-end, donc, les critères qui vont être importants pour eux, c'est la distance de la résidence principale, qui est peut-être le critère numéro 1, et puis ensuite, l'État. Les étrangers vont regarder des châteaux qui sont plus dans une image de château, vous savez, très inconscient, un château à la Disney, un château assez archétypal qu'on retrouve dans l'inconscient collectif, sans limite de distance. C'est-à-dire que l'étranger qui va venir, c'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en France, que le château soit à 2 heures ou à 3 heures de l'aéroport, finalement, je vais vous dire, peu importe, il prend l'avion, il prend la voiture, et puis il y reste. Donc, on a un double marché comme ça qui finalement se complète très bien, puisque la distance et l'état sont les 2 paramètres fondamentaux qui constituent le prix d'un château aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire attention à d'autres choses quand on achète un château que l'état, la distance est-ce qu'il y a des points un peu d'alerte ou Les diagnostics en France sont suffisamment bien faits pour justement mettre le doigt sur des points qui pourraient être compliqués, notamment sur l'état parasitaire. Ne pas hésiter dans certaines régions à demander un diagnostic complémentaire relatif à la mérule, qui peut être quelque chose de terrible en termes de gestion de travaux derrière, d'extrêmement coûteux. Sinon, c'est une acquisition immobilière assez classique dans laquelle il faut être guidé parce qu'il y a une dimension historique, il y a une dimension patrimoniale, notamment si les châteaux sont inscrits ou classés au monument historique. En termes de charges et d'entretien, est-ce que vous savez à peu près combien ça coûte d'entretenir un château ? C'est variable et c'est de toute façon proportionnel à la superficie d'un château. Un petit château en très bon état avec un petit parc, coûtera pas forcément très cher. Mais un château de 500 mètres carrés, il faut chauffer 500 mètres carrés. Un château de 1500 mètres carrés, ça coûtera fatalement 3 fois plus cher. Est-ce que pour la fin de cette année 2025 et pour l'année 2026, quelles sont vos perspectives ? Est-ce qu'on attend encore un essor encore plus fort du marché des châteaux ? Est-ce que ça va se stabiliser ? On voit beaucoup d'Américains en ce moment qui s'intéressent au château. L'été en France a fait qu'ils ont vu, ils ont aperçu, ils n'ont pas forcément visité. On a beaucoup d'Américains qui sont en train de revenir et de se poser des questions, à se positionner sur des châteaux assez majeurs d'ailleurs. Merci beaucoup Olivier Brunet, vous êtes le directeur associé de Barnes Propriété et Châteaux. Merci beaucoup. Merci Pauline. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui concerne un nombre croissant de Français, la gestion de patrimoine à l'international. Selon le dernier rapport du ministère délégué chargé des Français à l'étranger, on compte près de 2 millions de Français inscrits au registre consulaire. Cela représente une progression d'environ 3,5% par rapport à 2023. S'expatrier, c'est pas seulement changer de pays, ça bouleverse aussi la gestion de son patrimoine. Et on va en parler sur ce plateau avec Nicolas Seignol, fondateur de Via Gestion Privée Internationale et diplômé expert comptable. Bonjour. Et avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, on va commencer avec vous, Aïda. Qu'est-ce que ça veut dire d'être expatrié ? Quid des salaires, des revenus d'activité ? Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce que ça veut dire d'être expatrié ? Être expatrié, c'est finalement quitter la France pour aller travailler ailleurs. Le régime fiscal qui va être applicable aux revenus, notamment salariés, mais tout type de revenus, pour savoir en fait quel régime est applicable, il faut impérativement faire une distinction entre l'état de résidence et l'état de source des revenus. En l'occurrence, l'état de source de revenus, si on part travailler, ce sera là où on exerce son activité professionnelle. Pourquoi est-ce que cette distinction est importante ? Parce que
on peut se retrouver dans des cas où on va avoir un salarié qui va partir exercer son activité quelques jours ou plusieurs jours dans le mois dans un autre État, mais qui finalement va rester fiscalement domicilié en France. Et dans ce cas-là, s'il est fiscalement domicilié en France, il va être imposé sur tous ses revenus, qu'ils soient français ou étrangers. D'accord. Donc c'est très important de savoir où est-ce que je suis fiscalisé finalement. Comment je peux le savoir ? C'est à travers notamment les conventions fiscales. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il existe une convention fiscale entre la France et l'État où je compte, où je vais m'expatrier ? S'il n'en existe pas, c'est le droit interne qui s'applique. Ça veut dire que c'est les règles en matière de résidence fiscale, le 4B du Code général des impôts. C'est pour chaque catégorie de revenus, pareil, le droit français. Et le petit risque, c'est qu'il y ait une double imposition. Parce qu'à la fois, la France va imposer mes revenus étrangers et puis l'État de source va aussi l'imposer. Par contre, si on est dans le cadre d'une convention, là, c'est plus simple. La convention va régler le problème de la résidence fiscale, de l'imposition de mes revenus et aussi éviter la double imposition. Alors, ce qu'il faut savoir, juste pour conclure, c'est que la France a une politique très ouverte à la signature des conventions et qu'on a un large réseau de conventions signées. Il y a 121 conventions fiscales signées par la France. Avec plein de pays différents, du coup, c'est ça ? Bien sûr. Okay. 121 avec 121 pays, exactement. Bon, une fois ce contexte posé par Aïda Kamoun, on va rentrer un peu plus dans le détail avec plusieurs thèmes d'investissement. Je vous propose de commencer tout de suite avec le thème de l'immobilier. Nicolas, qu'en est-il de la fiscalité des revenus immobiliers pour les non-résidents en un mot ? Alors, en résumé, c'est vrai que la pierre, ça reste une valeur refuge auquel beaucoup de Français sont attachés. Donc, quand on se retrouve dans une situation, effectivement, d'expatriation, on prend une autre résidence fiscale et qu'on a conservé des revenus immobiliers de source française, bien, il faut comprendre, finalement, dans quelle fiscalité vont supporter ces revenus de source française. Et alors, pour résumer, parce que c'est un point qui est, évidemment, vous en doutez, très technique, mais ce qu'on peut dire simplement, c'est que à moins d'opter pour un taux moyen d'imposition sur ces revenus mondiaux qu'on va déclarer en France pour déterminer un taux moyen, comme si on était résident fiscal en France, on a une fiscalité qui va être forfaitaire. L'article 197A du CGI indique qu'à partir on a un taux flat de 20%. Et on aura un taux d'impôt sur le revenu de 30%, dès lors pour la partie supérieure des revenus, supérieure à 29 135 €. Donc ça, c'est une chose, c'est l'impôt sur le revenu, 20 et 30%. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y aura également d'autres prélèvements. Et là, il faut préciser une chose importante, c'est qu'il n'y a pas une équivalence de traitement entre des non-résidents qui vivent dans l'Union européenne et ceux qui vivent en dehors de l'Union européenne. Puisque, par exemple, prenons l'exemple d'un Français qui vivra en Espagne, qui a des sources de revenus immobilières françaises, il aura donc un prélèvement de solidarité qui s'ajoutera à l'impôt sur le revenu de 7,5%. Tandis que si on prend un autre exemple, un Français qui vit à Singapour, sur des mêmes revenus, un revenu foncier de source française, il aura lui à payer la CSG-CRDS, donc à 17,2%. Donc on voit qu'il y a une inégalité de traitement selon son pays de résidence. Et face à ce constat, est-ce qu'il y a des solutions qui existent ? Je pense par exemple au SCPI international, Nicolas ? Absolument. Donc le constat, c'est qu'en fait, la fiscalité, elle peut vite être confiscatoire, a fortiori quand on est non-résident et hors Union européenne, puisqu'on peut atteindre 47,2% de taxation dès le premier euro, enfin pas le premier euro, mais en taux marginal, ce qui est quand même très important. Donc la solution pour ça, effectivement, dont on parle beaucoup avec nos clients et sur lesquels on les recommande d'investir, c'est les SCPI internationales, puisque une SCPI internationale va investir de la France dans des immeubles situés à l'étranger. Et le principe de territorialité fait qu'en fait, les revenus qui ne sont pas de source française, pour des Français non résidents, ne seront pas à déclarer en France. Donc, ils ne subiront pas la fiscalité qu'on a vue ensemble, qu'on a décrite. Et c'est la même chose, si vous me permettez de faire un petit rappel sur l'IFI. L'IFI également, c'est un principe de localisation des immeubles. Si les immeubles ne sont pas situés sur le sol français, eh bien, on n'aura pas d'assujettissement à la base de ces immeubles situés à l'étranger dans les SCPI internationales. Aïda, qu'est-ce qui se passe en cas de retour en France sous un régime impatrié ? En fait, les biens immobiliers, comme vous l'avez justement indiqué là, ne sont soumis à l'IFI que lorsque on est résident français, les biens immobiliers étrangers, j'entends. Donc, si un ressortissant étranger revient ou vient en France, il y a certaines conventions qui prévoient qu'il peut être exonéré d'IFI pendant 5 ans
à partir du 1er janvier qui suit l'année de son installation en France, à condition qu'il n'ait pas été résident français pendant les 3 années qui précèdent son arrivée en France. Mais attention, ça ne concerne pas les personnes qui ont la nationalité française. Ah, ça veut dire que si moi, je suis française, je pars m'installer plus de 3 ans à l'étranger et que je reviens en France, ça ne me concerne pas? Non. Alors, ça concerne qui exactement? Ça concerne les gens qui n'ont pas la nationalité française. D'accord. Voilà. Et par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, quand on revient, généralement, il y a aussi la partie revenus immobiliers. Il y a l'IFI, mais il y a les revenus immobiliers. Et les revenus immobiliers, la plupart des conventions prévoient qu'en général, les revenus immobiliers sont taxables dans le pays où se situe le bien immobilier. Donc, finalement, en France, ces revenus seront exonérés. Mais attention, le fait d'être exonéré ne veut pas dire qu'on ne déclare pas. Il faut quand même déclarer ces revenus parce qu'ils vont être importants pour les déterminations du taux effectif. D'accord. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est si jamais il n'y a pas de convention fiscale. Donc, il peut y avoir un sujet de double imposition parce qu'à la fois, on va être imposé en France et dans le pays où se situe le bien. Mais bon, ce n'est pas totalement figé puisqu'il y a un système de crédit d'impôt qui permet en fait de déduire de l'impôt français l'impôt qui a été payé à l'étranger sur ces biens. Je vous propose d'avancer un peu dans nos thèmes d'investissement parce qu'on voulait parler de l'assurance vie. Nicolas Seignol, est-ce qu'il faut avoir une assurance vie quand on est expatrié? Si oui, pourquoi? Et à quoi est-ce qu'il faut penser si on en détient une? Alors, je pense que oui, il faut avoir une assurance vie, qu'on soit expatrié ou bien qu'on ne soit pas expatrié. C'est clairement un des piliers de la construction du patrimoine sur du long terme et un outil de transmission. On ne va pas le rappeler, mais juste simplement dire que c'est vraiment bon. Effectivement, quand on est non-résident, c'est intéressant également de travailler sur cet axe-là. Et d'autant plus, puisqu'on parle ici effectivement de risques liés à l'expatriation. Aïda l'a rappelé, ce risque de conflit de loi. Finalement, un contrat d'assurance vie, c'est vraiment mettre une frontière entre le contrat et la fiscalité personnelle du détenteur du contrat. Si bien que, comme on le sait, le fait générateur fiscal en assurance vie intervient lors d'un rachat partiel. C'est là qu'on va générer des intérêts qui peuvent être taxables ou d'un rachat total. Donc effectivement, si on déménage dans un pays dans lequel il n'y a pas de convention et potentiellement on peut avoir un conflit de loi qui se résumerait très simplement à dire une retenue à la source en France et une imposition dans le pays fiscal de la personne détentrice du contrat, mais une non-reconnaissance effectivement de l'impôt déjà payé en France, à ce moment-là, on peut très bien faire le choix, on a de la liberté de pouvoir dire les conditions ne sont pas favorables pour que je fasse un retrait sur mon contrat, je vais attendre d'être dans un environnement plus favorable avec une convention fiscale pour justement ne pas subir les effets négatifs d'un conflit de loi. Vous en avez un peu parlé, mais Aïda Kamoun, quelle est la fiscalité pour une assurance vie? Quelles sont les limites? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Alors, en France, lorsque je suis expatriée et que j'ai un contrat d'assurance vie, le rachat de mon contrat d'assurance vie est taxable en fonction en fait de l'ancienneté du contrat. Si je suis sur un contrat qui a moins de 8 ans, je vais être à 12,8%. Si je suis à plus de 8 ans, je suis à 7,5%. Ouais. Et parfois, avec le jeu des conventions fiscales, ce qui va se passer, c'est que la convention va prévoir qu'on est taxé dans l'état de résidence. D'accord. Mais en parallèle, elle va permettre à l'État qui génère les produits d'opérer un prélèvement à la source. Par exemple, dans la convention franco-belge, la France peut prélever 15%. D'accord. Mais, donc, vous voyez que ce 15% est supérieur aux 2 taux que je vous ai annoncés tout à l'heure, de 7,5 et 12,5. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est par contre, on va appliquer le taux le plus favorable pour le contribuable. Donc, en l'occurrence, là, dans mon exemple, si je suis moins de 8 ans, j'appliquerai le taux à 12,8. Plus de 8 ans, j'appliquerai le taux à 7,5 et pas le taux 15 conventionnel. D'accord. Là où il y a une particularité qui peut être intéressante, c'est sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Parce qu'en fait, les contrats d'assurance vie luxembourgeois, eux, ne seront taxés lors du rachat que en fonction du lieu de résidence de la personne. Donc, ça peut être intéressant là d'aller voir les conventions. Et si on est dans des pays où il y a des taux plus intéressants que les taux français, ça peut être intéressant d'aller regarder ces contrats d'assurance vie luxembourgeois. S'il n'y a pas de différence entre l'État où je m'installe et la France, dans ce cas-là, c'est neutre et on peut investir dans l'un ou dans l'autre, peu importe.
Bon, il nous reste peu de temps. Je pense que vous vouliez compléter, mais on voulait aussi aborder les holdings qui sont quand même assez importantes. Nicolas Seignol, à quoi est-ce qu'elles servent? Pourquoi est-ce qu'il faut y penser? Qu'en est-il des holdings quand on est à l'étranger? Alors, d'un point de vue général, une holding, ça va être un outil de détention, mais aussi, on le verra, je pense avec Aïda plus tard, mais de transmission du patrimoine qui permet vraiment de planifier la détention et la transmission de son patrimoine. Pour des non-résidents, moi, ce que je vois comme avantage principal, c'est de dire, si on ouvre une holding, une société civile patrimoniale à l'IS, par exemple, en France, on va venir ancrer la fiscalité sur le sol français avec donc des règles d'impôt société. Et ces règles d'impôt société, elles sont intéressantes, à mon sens, avec un impôt limité à 15% jusqu'à 42 500 € de résultat. C'est quand même, c'est certes un péage fiscal, mais un péage fiscal qu'on peut d'autant plus améliorer grâce à des véhicules type SCPI international, on en a parlé, ça s'applique très bien aussi dans le cadre d'une société civile patrimoniale à l'IS, mais également certains FPCI qui ont du quota fiscal qui permettent de réduire son impôt société. Donc moi, je trouve que c'est intéressant, puisque encore, ici, je fais le parallèle finalement avec l'assurance vie, c'est un petit peu la même chose. On cantonne des actifs, et en termes de fait générateur fiscal, c'est l'associé, puisqu'on n'a pas de transparence fiscale, qui va lui décider finalement quand est-ce qu'il va vouloir retirer via une distribution de dividendes des gains, tout en précisant que si la personne qui a créé la société civile patrimoniale a apporté tous les capitaux pour créer ce patrimoine au sein de cette personne morale, eh bien, à hauteur des comptes courants d'associés, il pourra retirer ces sommes investies, il récupérera cette créance qu'il a sur la société sans frottement fiscal. Donc, sur les holdings, Aïda, c'est quoi le rôle des conventions, justement? Alors, déjà, juste petite alerte, ne pas oublier l'exit tax quand on quitte la France. Parce qu'on a des plus-values, la plus-value latente sur les titres de société qu'on détient. Quand on quitte, il peut y avoir une exit tax. Alors, on peut avoir des sursis de paiement, etc. On n'a pas le temps là de rentrer dans les détails. Mais voilà, petit warning sur l'exit tax. Alors, tout à l'heure, vous l'aviez évoqué, l'intérêt, c'est la transmission, de passer par des structures. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir transmettre en démembrement. On va transmettre la nue propriété à ses enfants et puis conserver l'usufruit. C'est intéressant parce qu'en fonction de l'âge du donateur, etc., on peut avoir un certain nombre d'abattements. Mais attention là, en matière de fiscalité internationale, on a tendance à croire que le fait de ne plus être résident en France permet d'échapper aux droits de succession ou de donation en France. C'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 121 conventions fiscales signées par la France. En matière de droits de succession et de droits de donation, il y a très peu de conventions. Il y en a 30 en droit de succession et 9 en droit de donation. Donc, ce qui fait que là, en l'absence de convention fiscale, ce qui va être souvent le cas, on va se retrouver à appliquer les règles de droit français. Et souvent, quand on applique les règles de droit français, dans la mesure où on est face à des titres de société française, eh ben, c'est les droits de donation et les droits de succession français qui vont s'appliquer. Donc, il faut faire un petit peu attention. La fiscalité internationale, enfin voilà, c'est pas toujours très simple. On va devoir s'arrêter là, mais on n'a évidemment pas tout dit. Ça fera peut-être l'objet d'une saison 2 de cette table ronde sur l'expatriation. Merci beaucoup, Aïda Kamoun. Vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Merci beaucoup. Et merci Nicolas Seignol, fondateur de Via Gestion Privée Internationale et diplômé expert comptable. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Je suis ravie de retrouver Jérôme Russac, président du groupe Rain. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand thème. Est-ce qu'il faut s'attendre à un tournant sur la fiscalité du patrimoine l'année prochaine? Donc en 2026, de nombreux dispositifs fiscaux vont arriver à échéance. Est-ce qu'il faut s'attendre à un Big Bang fiscal ou à une simple adaptation des règles déjà existantes, Jérôme? Alors, ça ne reste que mon avis, mais je ne crois pas que nous soyons à l'aube d'un grand soir fiscal. D'accord. Il va y avoir des élections en 2027, donc on va plutôt assister à
des liftings, à des recadrages de certaines parties, notamment les droits de succession, la fiscalité des plus-values, peut-être quelques niches qui vont être remodelées, on pense à l'assurance vie ou autre, mais clairement, on ne s'attend pas à de grands changements. D'ici là, l'IFI aussi, ça reste un sujet, bien que le Cornu l'ait évoqué hier, mais on pense que ça va rester des sujets un peu politiques également. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine. Est-ce que la France a encore une marge de manœuvre fiscale pour alourdir l'imposition du patrimoine, sachant qu'elle figure déjà parmi les pays les plus taxés en Europe, Jérôme? Alors, effectivement, on est tout en haut. Pour une fois, on est les premiers. Dans l'OCDE, on est le pays qui taxe le plus, notamment sur le capital. Donc ça laisse peu de marge de manœuvre. Maintenant, il y a plusieurs manières, comme je vous l'ai dit, par phase successive, d'aller gratter des choses en faisant des liftings sur certains décrets. Le vrai changement, la vraie stratégie qui, à mon avis, va être mise en place, qui sera un peu plus indolore, c'est le durcissement des contrôles fiscaux, la recherche de l'évasion ou de l'optimisation fiscale. Et c'est sur ça qu'il va falloir être vigilant. On sent déjà des durcissements comme à l'époque. On le sait déjà, ça va être un peu regardé. On l'a vu sortir de la crise des subprimes 2008-2009 avec les lois sur l'exit fiscal ou des choses comme ça. Donc ça a été évoqué d'ores et déjà dans la presse. Donc on sent déjà la pression arriver, cette fameuse pression fiscale, cette tenaille qui se met en place. Donc attention au contrôle fiscal à venir. Clairement. Pour les épargnants et pour les investisseurs patrimoniaux. Qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour anticiper 2026? Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place peut-être, Jérôme Russac? Bien sûr, c'est exactement le point que vous soulevez. C'est un sujet d'anticipation. Probablement qu'il y aura quelques liftings en 2026, mais l'enjeu des élections 2027 sera très important. Et là, probablement des mouvements. Donc il y a 3 manières de se prémunir. Le premier, bien évidemment, c'est d'anticiper, donc d'aller travailler ses droits de succession, faire des donations, y réfléchir, en tout cas structurer le sujet. Et y réfléchir tôt. Le plus tôt possible. C'est toujours le plus tôt, le plus tôt possible, clairement. Ne pas aussi miser que sur une seule stratégie ou un seul décret fiscal. Et donc, jouer en France, il y a beaucoup de niches, beaucoup de décrets fiscaux. Donc, aller travailler ses assurances vie, son PER, ses PEA, etc. Je n'ai pas toutes les citer, mais voilà le sujet. Et il faut aussi, et c'est là où mon travail d'expert intervient, vérifier la robustesse des montages qu'on a mis en place ou qu'on voudrait mettre en place, puisque eu égard à ce que je vous ai dit, aux différents contrôles qui vont arriver, peut-être que des choses qu'on a imaginées aujourd'hui ne seront plus viables d'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans, et donc avec des surprises à la clé. Donc faire appel à un fiscaliste ou en tout cas un expert qui va nous permettre de vérifier cette robustesse. Oui, c'est toujours mieux de se faire conseiller sur ces sujets par des conseillers en gestion de patrimoine ou des experts fiscaux. Est-ce que vous avez un mot pour conclure pour l'année prochaine, en 2026 ? Oui, en fait, voilà, le jeu n'est pas d'attendre ce qui va arriver, c'est toujours anticiper, ne pas subir et donc prévoir et donc avoir une stratégie qui soit dans la diversification, l'agilité et ne pas subir ce qui va nous tomber dessus. Merci beaucoup, Jérôme Russac. Vous êtes le président du groupe Rain, donc il faut anticiper, se faire conseiller et faire attention au contrôle l'année prochaine. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr en replay, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Bismart for Change.